Est-ce que toi, tu vois ça aussi? Je sais pas d'où ça sort. Mais une espèce J'ai des frissons quand tu me parles de Madagascar. Vraiment, ça me touche. C'est vers 1999 que j'ai intégré la première compagnie de danse contemporaine au Madagascar, qui est la compagnie Rare, qui existe jusqu'à maintenant. Après, c'était vers les 2004 que j'ai créé ma propre compagnie. J'ai vu ma grand-mère, quand j'étais toute petite, danser une danse rituelle. Et quel rituel d'ailleurs? Un rituel de circoncision. Ok. Ça s'appelle comment ta compagnie? Anzurumbala. Et ça veut dire quoi? Il y a une traduction en français ou pas? Il y a beaucoup de compagnies de danse qui naissent maintenant à Madagascar. Il y a vraiment cet engouement et l'amour pour la danse et surtout l'envie de créer seulement, comme on est une île un peu isolée de tout, la difficulté c'est toujours où est-ce qu'on va présenter nos œuvres. Voilà. Salut Julie. Salut Didier. On a traversé beaucoup de choses là avant d'arriver là. Ah oui, pas mal. Ouais, pas mal. Moi, je suis content de t'accueillir. Ce qui est bien dans ce podcast, c'est que ça me permet de connaître les gens. Tu vois? Parce que nous, tous les deux, on s'est toujours croisés depuis nos débuts de Soul City à Madagascar. Genre, je pense la première fois qu'on est venu, c'était en 2008. À l'époque, il y avait Church. Ouais, c'est ça. Avec Gabi. C'était un super festival, ça. Et on s'était croisés là. Et ça sera c'est la première fois qu'on va discuter calmement, sans musique, sans interaction, et échanger surtout autour de ton parcours et autour de ta vision de la danse. Tu vois, l'idée c'est ça. Donc je te laisse te présenter. Présente-toi. Je te laisse libre de dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais au quotidien. Alors, je suis Julie Arissou. Je viens de Madagascar, danseuse, chorégraphe. Ces 5 dernières années, j'ai commencé aussi à initier des événements en danse, comme des ateliers, des formations, des festivals de danse, comme Évasion Danse, qui est à sa 3e édition en 2025. Ouais. C'est un festival de danse international où on invite des danseurs de partout. Ok. Voilà. Ok, super. Donc, t'es basé à à Tana? Oui, je suis à Antananarivo, la capitale. Comment ça se passe, la danse à Madagascar? La danse à Madagascar, je peux dire que maintenant, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la danse. Ouais. Il y a plus de choses qui se passent à Antananarivo, mais il y en a aussi à Tamatave. Il y a des danseurs à Diego, à Tuliar et dans toutes les provinces. Mais je peux dire que il y a plus d'événements en danse à Antananarivo, comme il y a le festival Évasion Danse, il y a aussi la compagnie Rari qui organise des choses de temps en temps, mais il y a aussi un festival que Zoé Andjianzana, qui est une danseuse chorégraphe malgache aussi, qui organise à Tamatave, un festival Mitsak. Et voilà ce qui se passe à Madagascar en termes de festival. Sinon, il y a beaucoup de compagnies de danse qui naissent maintenant à Madagascar. Il y a vraiment cet engouement et l'amour pour la danse et surtout l'envie de créer seulement, comme on est une île un peu isolée de tout, la difficulté c'est toujours où est-ce qu'on va présenter nos œuvres. Voilà. Okay. Est-ce qu'on peut vivre de la danse à Madagascar? Voilà, cette question-là. Ouais, ça, c'est la question. Ça on crée le podcast pour ça. On parle de vrais sujets. Moi, personnellement, je vis de la danse. Je prends l'exemple par moi-même parce que je peux pas dire pour ceux qui vivent ou ne vivent pas de la danse. Donc, moi, personnellement, je vis en termes d'entrée d'argent avec mes tournées à l'étranger. Okay. Voilà. Et mes actions sur place à Madagascar sont des investissements, c'est-à-dire que c'est moi qui sors de ma poche au lieu de gagner quelque chose. Parce que je fais de la danse de création plutôt. Je vis de ça. Peut-être ceux qui font d'autres formes de danse arrivent à vivre à Madagascar, mais pour la danse de création en elle-même, pour l'instant, vivre de ça en restant à Madagascar, c'est un peu compliqué. Okay. Quand tu dis les autres qui font d'autres danses, c'est quoi les formats qu'on peut faire en étant malgache? Par exemple, danser derrière les chanteurs. Ouais. Ça peut se faire.
donner des cours de danse qui sont plus animés, genre Zumba, je peux dire d'autres formes de danse, comment on dit ça, pour s'amuser. Ouais, voilà. plus populaire, voilà. plus grand public. Tout à fait. Mais en termes de danse de création, je peux dire que quand on fait des événements gratuits, en entrée gratuite, les gens viennent beaucoup. Ouais. On n'a pas de souci. Mais amener les gens à payer pour la danse, c'est encore tout un travail à faire, je pense. Ça commence, mais c'est encore un peu loin à Madagascar. Ok. Donc toi, ton économie, il fonctionne comme ça, c'est-à-dire tu arrives à avoir des prestations payantes hors de Madagascar, ce qui te permet d'investir tes sous, d'investir comment? C'est de créer des chorégraphies, donc payer tes danseurs peut-être. Oui, par exemple, comme ça. Quand je sors comme ça à l'étranger, je gagne par exemple une certaine somme d'argent. Je coupe en deux pour créer une nouvelle pièce, payer les danseurs, payer les répétitions. Maintenant, j'ai une salle aussi de danse. Je gère une salle de danse. Donc, au moins, je paye pas les locations de salles de danse. Mais c'est un studio qui s'appelle Studio Marais que j'ouvre aussi aux autres danseurs malgaches. Parce que je trouve que c'est comme ça qu'on peut avancer. C'est nous-mêmes qui initions des choses pour nous, pour pouvoir plus tard vivre de ça sur place. Ok. Ça fait combien de temps que ta compagnie existe? Ou même toi, en tant que danseuse, combien de temps que tu danses? Avec ma mémoire, je pense que j'ai toujours dansé. Ouais, ok. J'ai vu ma grand-mère, quand j'étais toute petite, danser une danse rituelle. Et quel rituel d'ailleurs? Un rituel de circoncision. Ok. Et ça m'a beaucoup intriguée parce que dans ma tête à cette époque, de jeune fille, petite fille, je croyais que ma grand-mère était vieille. Mais en pensant maintenant, je pense qu'elle n'était pas si vieille que ça. Okay. Mais dans ma mémoire, elle était vieille, mais elle exécutait des pas vraiment rapides et elle improvisait, et comme elle était en transe. Okay. Et à côté, il y avait un zébu qu'ils ont coupé la tête du zébu et les gens étaient contents. Et toutes ces choses-là, ces émotions-là, m'a intriguée. Pourquoi il y a une danse là? Pourquoi ma grand-mère qui est vieille danse comme ça? Et pourquoi on coupe la tête de zébu? Et là, j'ai dit, mais je veux danser comme grand-mère. Mais j'ai l'impression que la danse c'est pas toujours joyeux et c'est pas toujours dans un contexte joyeux. Et c'est là mon envie de danser. Et même, je pense que c'est depuis lors que j'avais envie de danser, de faire de la danse de création inconsciemment. Okay. Voilà. Okay. Et j'ai continué, et puis c'était vers les années 1999 que j'ai rencontré la danse contemporaine, qui était entrée avec le fameux festival Danse l'Afrique Danse qui s'appelait Sanga en ce moment. Okay. C'était vers 1999 que j'ai intégré la première compagnie de danse contemporaine au Madagascar, qui est la compagnie rare qui existe jusqu'à maintenant. Après, c'était vers les 2004 que j'ai créé ma propre compagnie Anzurumbala, qui avait comme ambition faire rencontrer la danse urbaine avec la danse contemporaine, parce que je suis aussi issue de la danse urbaine. Je faisais de la danse urbaine quand j'étais petite. Qu'est-ce que t'appelles la danse urbaine? Le hip-hop, tu faisais un peu du hip-hop? Voilà, de tout ce qui est urbaine, hip-hop, tout ce qui est danse populaire aussi. Ouais. Et je faisais ça. Ouais, les danses de jeunes, quoi. Voilà, danse de jeunes. Ça. Tout à fait. Les danses de clips. Oui, j'ai dansé derrière les chanteurs, j'ai faisais tout ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'énergie avec ces danseurs-là, mais c'est pas exploité. Et je me suis dit, en créant la compagnie Anzurumbala, que je peux amener ça dans la création aussi. Et les premiers membres de la compagnie sont tous issus des danses populaires et danses urbaines, justement. Okay. Et c'était comme ça que la compagnie a été créée. Et voilà, on a maintenant une trentaine de pièces chorégraphiques, quelques tournées quand même à l'extérieur de Madagascar, et on continue. Ok. Elle s'appelle comment ta compagnie? Anzurumbala. Et ça veut dire quoi? Il y a une traduction en français ou pas?
Un Nzurumbala, en fait, c'est quand tu vois l'enclos du zébu, Ouais. et il y a un coin de l'enclos. Ok. Et on dit ça, un Nzurumbala à Madagascar, et ça signifie que c'est une signification, je peux dire second degré, qui veut dire on met à un Nzurumbala tout ce qui n'est pas bon. Ok. Et bon, moi, quand j'étais jeune, j'étais très révoltante et tout. Et moi, je me suis dit, ouais, la culture est mise à un Nzurumbala. Mais on va pas se plaindre. On va transformer ce lieu, un Nzurumbala, en quelque chose de beau. Comme ça, tout le monde voudrait aller à un Nzurumbala. Ok. C'est ça l'idée de notre Ok, super. Magnifique. Toi, ton parcours, est-ce que t'es une danseuse de harir, c'est ça? Oui, j'ai Ok. dansé pour la compagnie Rari pour un bout de temps, 5 ans. Ouais. Parce que lui, il a une formation. Tu peux nous raconter, parce que tu vois, quand on s'intéresse à, à la danse contemporaine à Madagascar, on tombe souvent sur ce nom-là, Harir. Tu vois, on a l'impression que c'est un personnage qui a beaucoup compté pour Mada. Moi, personnellement, aujourd'hui, si on se croise, je pourrais pas le reconnaître, mais de nom, je sais que il est, derrière quasiment tous les danseurs. Oui, Quand on tout à croise fait. un danseur qui danse bien, il va dire ah moi je dansais pour Harir avant, tu vois. Et moi je me souviens entre 2008 et 2010, on était beaucoup à Mada pour les festivals et des choses comme ça. Et il y avait les shows d'Harir, tu vois. Il y avait ces chorégraphies. Et c'est vrai que on va dire qu'on voyait que les danseurs étaient formés, on voyait qu'il y avait une conscientisation de la technique de la danse contemporaine, tu vois. Et ça faisait un peu les différences entre les autres qui étaient beaucoup tournés vers le traditionnel, tu vois. Ma mémoire me dit ça aujourd'hui. J'avais les spectacles d'Harir qui étaient contemporains et qui ressemblaient à un contemporain type un peu, entre guillemets, européen. On voyait les touches malgaches et tout, hein, mais comme socle, il y avait la danse contemporaine. Et après, les autres compagnies qui étaient plus de l'ordre danse traditionnelle et tout. Donc, qui est ce Harir concrètement? D'accord. Je pense que je suis pas la mieux placée pour parler d'Hariri, mais je vais quand même raconter tout ce que j'ai appris de lui. C'est un très bon pédagogue. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a fait découvrir la danse contemporaine. C'est aussi pour moi un très bon chorégraphe et qui a su nous amener justement à apprendre tout ce qui est autour de l'art chorégraphique, pas seulement de l'art chorégraphique, mais tout ce qui l'entoure. Donc on était quand même bien formés avec lui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de danseurs et de danseuses maintenant et même des chorégraphes de renom qui sortent de sa formation comme Zoé Ranjianzanaka, il y a Judith Olivia Manatenasu, il y a Louvatiana Rakoutbe, il y a moi-même et ouais, presque tous ceux qui initient des choses aujourd'hui à Madagascar. Comment rappelle-moi le nom de la chorégraphe qui a créé Ichoch? Gabi Saranoufi. Ouais. Est-ce que Gabi vient de Harir ou bien c'est la même génération que Harir? C'est à peu près, ils sont à peu près la même génération, mais Gabi est de Tamatave. Ah, oui. Ok. Et voilà, elle a développé sa création aussi autrement, mais elle n'était pas formée chez Hariri. Ok. Donc, il y a beaucoup de danseurs qui sont connus aujourd'hui, qui ont un certain âge, hein, parce que du coup, vous étiez jeune à l'époque. Oui. Genre, je sais pas, peut-être adolescent. Toi, t'étais adolescente quand t'étais avec Harir ou t'avais la vingtaine? Non, j'étais adolescente. Ouais, ok. Voilà. Donc, il prend des jeunes, il les forme à la création, quoi, entre danse contemporaine et un peu de danse traditionnelle également. Ce que j'ai appris chez Rari, parce que la compagnie s'appelle Rari, lui, il est Hariri. Les gens confondent souvent. Ah ouais, souvent. Et c'est vraiment de la danse contemporaine. Ok. Il sait amener les gens vers la création, titiller l'esprit créatif et tout ça, c'est vraiment son domaine. Ok. Oui. Est-ce qu'il y a un style malgache? Est-ce que tu veux me parler de ça? Pour toi, est-ce que... Alors, je vais essayer de bien poser ma question. Est-ce que pour toi, on peut reconnaître une compagnie malgache
parmi toutes les compagnies du monde. Est-ce que les Malgaches, les chorégraphes, même les danseurs, hein, ont un style singulier? Alors, un style de danse, tu me diras, mais aussi je parle d'un style chorégraphique. Est-ce qu'il y a une écriture chorégraphique malgache? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je vais aussi faire très attention pour répondre à ta question, Ouais. qui est quand même assez délicate. Ça, c'est mon regard. C'est pas une généralité. Je trouve quand même qu'il y a une certaine similitude. Ok. Par contre, on a chacun notre différence et originalité par rapport à notre création, comment on crée. Mais je trouve qu'il y a une certaine sensibilité qu'on se retrouve dedans. C'est peut-être le fait qu'on vit la même chose à Madagascar. On fréquente à peu près les mêmes espaces et voilà, on est aussi tous un corps quoi qui se met debout au sol. Okay. Et une verticalité. Et je trouve que voilà, même la musicalité de la vie quotidienne, c'est la même chose pour nous. Okay. Et je trouve qu'on a quand même une certaine sensibilité qu'on se retrouve dedans. Et aussi, ce qui nous rassemble, c'est le fait ça c'est peut-être pas au niveau gestuel ou technique, mais que on peut s'adapter à tout quand on sort du pays, parce que au pays on s'adapte déjà à tout ce qui est avec l'espace qu'on peut quand on présente quelque chose. Il n'y a pas beaucoup de salles à Madagascar, il n'y a pas beaucoup de salles équipées pour la danse, donc on s'adapte. Et voilà aussi ce qui nous ressemble. Peut-être qu'on sort de Madagascar, on peut s'adapter à toutes sortes d'espaces. Est-ce que tu peux poser les mots sur ce que vous avez en commun, tu vois? Alors moi, je peux me lancer. Je suis pas malgache, mais en même temps, moi, dans ce podcast-là, je dis après, qui entendra, voudra, peu importe. On prend pas de risques. Pas beaucoup de risques, tu vois. Mais en tout cas, c'est mon avis. Comme toi, tu donnes ton avis. Pour moi, tu vois, quand je suis parti à Mada, les premières fois, ou bien le nombre d'années, tu sais, on était à Mada avec Soul City, on y allait beaucoup à l'époque. Et beaucoup d'échanges, de stages. À chaque fois qu'on avait un spectacle, on allait forcément à Mada, tu vois. Soit dans le festival de Zoé, Mitsak, soit à iChurch, tu vois. C'était vraiment nos bases. Mais vraiment, quand on créait, on se dit, OK, on va aller à Mada, tu vois. Et on s'organisait avec les aides ici, tu vois, les aides françaises, du ministère de la Culture et tout. On y allait, pour échanger avec les Malgaches, tu vois. C'était plus dans ce truc-là. Il n'y avait pas d'intérêt économique, tu vois. Des fois, on y allait, on n'était pas payé, tu vois. Mais on était jeunes, on avait envie de voyager. Surtout, tu connais notre attachement à Madagascar, avec notre histoire, avec l'esclavage, marronnage et tout ça. Donc, on y allait avec le cœur, tu vois. Et moi, j'avais remarqué, nous qui sommes, pour moi, très formés à la danse contemporaine européenne, tu vois, je trouvais que ce qui revenait souvent dans les chorégraphies malgaches, c'était cette relation avec la transe. Il y avait toujours une histoire d'esprit, les esprits, ça. Et je retrouvais souvent, là je l'ai vu hier dans le spectacle de Soch, quand la Malgache l'a dansé, comment elle s'appelle? Zar dansait. Tu vois comment Zar danse? Bon, il y avait un peu de Soch dedans, tu vois. Mais il y a un style un peu organique que je trouve que vous tous vous avez. Est-ce que toi tu vois ça aussi? Je sais pas d'où ça sort, mais j'ai des frissons quand tu parles de Madagascar. Vraiment, ça me touche. Ah merci. Enfin, je sais pas, c'est mon avis. Hein. Ça me touche parce que oui. Ouais. Oui, parce que quand j'ai vu Nzara danser hier, je me suis vue. Tu vois. Oui, et c'est ce que tu disais aussi, l'âme. On est aussi, et pour moi c'est un bon signe qu'on garde ça, parce que dans mon travail, je travaille beaucoup sur ça, justement. La pièce Transcendance que j'ai présentée la semaine dernière pendant Souffle, l'océan Indien. Ouais. Ça parle de ça.
Mais j'ai fait le chemin inverse. C'est parce que je fais une recherche sur comment l'impact du mouvement aussi. C'est à partir des mouvements que le corps part en transe. Ok. C'est pas qu'on évoque la transe pour danser, mais c'est le mouvement. À force de exécuter certains mouvements, le corps part en transe. Ok. Et ça parle un peu de sa transcendance. Et je trouve que justement, nous, les danseurs malgaches, on a ça, on a l'âme de... On peut pas bouger sans qu'il y a quelque chose qui nous pousse à bouger. Ouais. Ça aussi, c'est pas une généralité, mais quand même, si tu l'as vu, c'est que ça se voit. C'est là, ouais. Voilà. Ouais, vous avez un rapport à la danse qui vient beaucoup de la spiritualité, mais la spiritualité des rituels, tu vois, c'est-à-dire de la transe, vraiment aller dans la transe, c'est-à-dire cet état de corps qui vibre, qui est à la limite du contrôle, tu vois, dans le contrôle non contrôle, tu vois, dans le fait d'être conscient du mouvement et de pas être conscient, tu vois, cette frontière là, ça on parle de cette transe là, quoi, tu vois. Et je trouve que c'est votre écriture à vous. Mais je savais pas si, tu vois, je te pose la question. Je sais pas si vous en rendez compte, tu vois. Bon, en tout cas, oui, sur certains danseurs et sur certaines pièces chorégraphiques malgaches, oui, je retrouve souvent ça. Mais ouais, il est vrai qu'il y a aussi d'autres qui sont dans des chemins différents, mais oui. Mais et pour moi, c'est un plus. C'est quand je retrouve ça, je suis contente. Ouais. Voilà. Ok. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu travailles sur une danse là, on parle plutôt des héritages. Là, tu vois, on est sur, tu vois, ce que vous avez hérité de Harir. Non, c'est quoi? C'est Harir. Et ce que vous avez hérité de votre culture, tu vois, la trance, etc., les rituels et tout. Toi, quand tu vois ta grand-mère danser, ta grand-mère, je pense qu'elle n'a pas fait de cours de danse contemporaine. Tu vois, elle danse avec... déjà, c'est la danse traditionnelle, peut-être, il y a un peu de ça. Et c'est organique, quoi, tu vois. Et puis, c'est pas très réfléchi. Tout à fait. Mais moi, j'ai fait l'expérience de ça. Tu sais, je suis parti à Tuléar et j'ai voulu absolument faire un rituel de... Je pourrais pas te dire c'était quoi comme nom, mais il fallait emmener une poule noire au monsieur et tout. Je suis pas sûr si je raconte tout ce que j'ai fait à Amada dans ce podcast. Mais ouais, j'ai voulu connaître... En fait, j'avais créé un spectacle qui s'appelait Prière si prière. Et je voulais parler de la dévotion, tu vois, ce sentiment d'être dévoué à quelque chose. Et de tellement y croire que ça nous anime, tu vois. Donc, c'était 3 frères, comme ça, trois personnages. Moi, je faisais partie des danseurs aussi, qui étaient dévoués à cette énergie, on va dire, divine, et qui se battaient pour être l'élu. Dans les rituels à La Réunion, surtout le rituel Tamu, la marche sur le feu, souvent tu retrouves un peu ça. C'est-à-dire que la personne qui va rentrer en transe, c'est la personne qui a été élue par le divin. Et c'est une chance, c'est un signe c'est bon signe. Alors, est-ce que c'est bon signe? C'est pas que c'est bon signe, mais si c'est toi qui est en transe, quelque part on dit elle a été choisie parce qu'elle a un truc en plus que nous. Et mon histoire, c'était 3 frères qui se battaient à être l'élu, tu vois. Donc ils étaient dévoués à faire des choses comme ça et à être dans une confrontation pour dire moi je suis meilleur que toi là-dessus, tu vois. Et toi tu fais quoi et moi tu vois. Et du coup ils passaient 1 heure à essayer de prouver qui était le meilleur, tu vois. Pourquoi je dis ça? Oui, du coup, moi, je connais bien les rituels à La Réunion et tout, des différentes religions, des pratiques aussi ancestrales, tu vois. Mais connaissant Mada, je me suis dit, je vais y aller. Je vais aller chercher, tu vois. Et j'avais appelé Judith pour ça. D'accord. Tu vois, Judith est venue me voir à l'hôtel et tout. Je dis, Judith, allez, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce que je peux aller et tout, tu vois. Judith m'a parlé de plusieurs trucs.
Et j'ai entendu dire qu'en fait, je pouvais aller à Tuléar, il se passait des choses et tout. J'ai pris le taxi brousse, je suis parti à Tuléar, tu vois, une nuit dans le taxi comme ça, avec les poules, tout le monde et tout. Moi, je passe quand je m'habille, tu vois. Pendant les 2-3 jours, je m'habille comme tu vois là, mais après, j'essaie de me fondre dans la masse, tu vois. Ouais. Je peux acheter un t-shirt au marché et tout, pour vraiment passer pour un malgache. Ce qui me trahit, c'est mes boucles. Seulement, ouais, ça me trahit. Mais des fois, je les enlève, tu vois. J'ai un gros trou ici, mais je sais que ça attire moins l'attention. On me trouve on me regarde comme un gars chelou, mais on se dit, enfin, tant que je parle pas, les gens me disent rien. Ouais. Du coup, j'étais le taxi brousse, tout s'est bien passé. Après, les gens commençaient à me parler, et quand ils me voient parler français, bon, ça me trahit, tu vois. Mais j'ai passé un bon moment dans les taxis brousse et tout, une nuit et tout. On s'est arrêté à des boui-boui, tu vois, pour manger et tout. J'arrive à Tuléar, je rencontre des danseurs là-bas, il y a une alliance française là-bas et tout. Et je dis à tout le monde, moi, je veux faire un rituel, présentez-moi, je sais pas. Il y a certaines personnes, les vasas de l'Alliance française me mettent en garde, tu vois. Ah oui. Tu dis, pourquoi tu veux faire ça? Tu veux avoir des problèmes et tout. Moi, je dis, non, je suis en recherche, il faut que je vois, je sais pas, on a tellement d'imaginaire que j'ai envie de voir si c'est réel, quoi. Tu vois, on a cette impression, Mada, il y a des rituels, blablabla. Je veux voir. Je sais pas ces détails, j'arrive devant le Zombias. C'est pas comme ça? Umbias. Oui, Umbias. Voilà. J'arrive devant lui, il me dit, OK, viens demain, achète une poule et tout, achète du rhum rouge. Et j'arrive à faire le rituel, tu vois. Et là, il y a sa femme dans le rituel qui est en transe. Et elle danse magnifiquement bien. Franchement, j'ai été impressionné. Mais des mouvements tellement fluides, tellement organiques. Elle était là, les yeux fermés, elle faisait des sauts. On dirait une danseuse, tu vois. Et là, je dis, putain, si c'est ça l'héritage malgache, vraiment. C'est magnifique, tu vois. Mais vraiment, on a beaucoup de danses rituelles à Madagascar. Tu as vu le Sud. Moi aussi, j'aime bien. Je viens pas du Sud, mais ça m'inspire beaucoup les danses rituelles du Sud parce qu'ils ont plusieurs danses rituelles qui appellent la pluie, qui guérissent, des danses guérisseurs. Et je trouve que c'est riche, très riche. Okay. Et comme tu dis, tu peux pas expliquer. Quand la personne entre en transe, il y a des technicités que toi-même t'arrives pas, même que tu prends des cours tous les jours, quoi. Ouais. C'est magique. Et c'est pour ça, moi, je me suis dit, c'est bien d'amener aussi la transe dans la création parce que ça apporte beaucoup. En fait, ça vraiment apporte, mais bien sûr, il faut aussi savoir l'utiliser, à quel moment l'utiliser, comment cadrer pour que ça vire pas à autre chose. Et voilà. Ok. Est-ce que toi, tu développes un style particulier ou comment t'enseignes ta danse? Donc, je comprends que c'est une danse singulière, malgré tout l'héritage. Enfin, j'étais un peu là-dessus, je suis parti, j'ai fait des digressions vers mes histoires, mais du coup, toi, avec l'héritage que t'as eu dans ta formation et puis dans ta culture, tu vois. Je comprends aujourd'hui, tu développes toi ta danse. Est-ce que tu peux nous parler de ta danse à toi? Ma danse à moi, j'ai créé un style qui s'appelle danse marais. Je l'ai nommé danse marais, que je commençais à enseigner depuis 2008 et que j'utilise aussi dans ma création. Justement, ça, je m'inspire de ces rites traditionnels, pas forcément de la danse en tant que mouvement, mais vraiment des rites traditionnels pour amener dans la création contemporaine d'aujourd'hui, parce que je trouve que même les créations contemporaines d'aujourd'hui sont des rituels, en fait, modernes. Parce que quand on est dans une création, on est emporté par quelque chose. Et c'est pour ça qu'on partage aussi cette énergie-là aux gens qui nous entourent. Je trouve que, à part être joli, un spectacle de danse est aussi fait pour que les spectateurs se questionnent ou bien être touchés par quelque chose ou amener quelque chose quand ils rentrent à la maison, à part de dire juste que c'était joli. Voilà. Ok. Et du coup, ton style, tu peux nous redire le nom de ton style? Marai. Marai. Ça veut dire quoi? C'est une combinaison de deux mots. Maru qui veut dire beaucoup et Rai qui veut dire un seul. Et ça veut dire aussi père.
Ok. Et Maraï, ça vient de beaucoup de pères, mais une seule mère. Ok. Voilà. Mais Maraï aussi, ça veut dire le matin dans le langage du sud de Madagascar. Ok. C'est le matin parce que l'énergie du matin. Je voudrais amener l'énergie du matin avec cette danse, une nouvelle énergie, énergie solaire. Ok. Voilà. Donc, t'enseignes ça à tes étudiants, à tes Voilà, danseurs j'enseigne ça. dans ton école? Tout à fait. Dans mon école, avec ma compagnie, je transmets la danse Maraï et la façon de créer à partir de la danse Maraï. Voilà. Ok. C'est le concept. Est-ce que là, tu as fait de la danse traditionnelle malgache? J'ai pas vraiment appris. Ouais. Parce que il n'y a pas beaucoup d'écoles de danse traditionnelle, pour ne pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Mais ça s'apprend comme ça de génération en génération, ou bien de aller vraiment. Par exemple, si je connais une danseuse traditionnelle, je l'approche pour lui demander de m'apprendre quelques pas. Donc c'est d'une manière informelle plutôt. Mais dans les formations que j'organise, j'invite toujours des danseurs ou danseuses traditionnelles pour transmettre leurs pas. Et oui, quand même, j'ai pris des cours de danse traditionnelle du Sud, justement. Ok. Oui. Ça s'appelle comment? Il y a plusieurs danses, mais pour eux, il y a pas vraiment des noms de danse, mais des rituels, par exemple le Valuba, il y a le Tsapik qui est quand même un nom de danse, par exemple. Ah oui. Le Tsinzabe qui est un nom d'un enchaînement de danse. Et voilà. Là aussi, je trouve fantastique parce que là, tu me dis, ça s'enseigne pas vraiment. Je vois, la transmission se fait un peu de manière organique. C'est un peu comme une danse hip-hop, quoi, tu vois. On se montre des choses. Mais c'est vrai, ça, je retrouve aussi dans votre corps, dans les corps souvent dans la danse des danseurs malgaches, cette touche de danse traditionnelle, tu vois, qui revient souvent, hein, finalement, chez les danseurs qui ont un bon niveau. Souvent, ils ont cette, soit l'état de corps, soit des petits mouvements. Et ce qui est magnifique dans la danse contemporaine, tu vois, de cette danse contemporaine qui est, on va dire, qui est libre, tu vois. Chacun on a notre danse contemporaine. Moi, je viens de la danse hip-hop, et puis en travaillant avec des chorégraphes contemporains, les pièces que j'ai jouées sont restées un peu dans mon corps, tu vois. Et du coup, ça a transformé ma danse hip-hop comme ça. Et plus je faisais des spectacles avec des chorégraphes de danse contemporaine, plus ça me donnait du vocabulaire. Et je m'amusais comme ça à les insérer dans mon freestyle, tu vois. Oui. On a tous, hein, quand t'as passé 6 mois à faire une création et puis tu commences la diffusion, quand tu vas faire un freestyle comme ça de danse, c'est sûr, tu vas ressortir quelques moves du spectacle. Tu vois, c'est dans ton corps et tu le sens bien et puis ton cerveau te dit, OK, ce mouvement-là, cet enchaînement, tu le maîtrises bien, tu l'as appris, tu l'as répété pendant 6 mois avec le chorégraphe. Et naturellement, ça sort, tu vois. Et quand tu fais une autre pièce, tu changes presque de style. Voilà. Tu vois, tu danses le style de la pièce que tu fais en ce moment, tu vois. Et ça, si on photographie ma danse aujourd'hui, ben, elle est teintée de toutes les pièces des chorégraphes avec qui j'ai dansé, tu vois. Et je dis ça pourquoi? Parce que, ben, vous, ce qui est magnifique, c'est que la danse traditionnelle teinte votre danse contemporaine. Tu vois, vous avez votre freestyle et tout d'un coup, on voit les doigts bouger un peu comme ça, des petits mouvements, tac, et moi, je sais reconnaître. Et ce que j'ai remarqué hier soir dans le spectacle de Sutch, c'est que la danseuse malgache, ben, tu vois, elle a ce truc-là, tu vois. Il y a un truc malgache. Je pourrais pas la connaître en perso. Je pourrais dire, ah, elle, c'est malgache. Voilà. Tu vois. Et ça, c'est génial parce que ça sort tout seul des fois. Ça sort tout seul de ton corps, même si c'est vrai qu'on vit plus dans l'époque traditionnelle, mais c'est imprégné en nous. Et je pense, c'est notre originalité aussi. Et c'est une force également. Et la danse traditionnelle, je répète qu'il y a beaucoup de danses traditionnelles à Madagascar.
On a 18 ethnies et toutes ces ethnies ont leur danse. Ok. Et c'est riche, très riche. C'est pour ça que j'aime bien m'inspirer de ces danses-là. Même la danse du centre aussi, il y a beaucoup à faire, quoi. Ok. Quelle est l'influence de la danse contemporaine européenne, entre guillemets, sur ta carrière? Je sais que tu as fait beaucoup d'allers-retours, tu vois. Tu es peut-être l'un ou l'une des chorégraphes à autant faire des allers-retours. Tu vois, en Europe, tu vois des choses, tu reviens et tout. Quel est ton rapport avec ça? Pour moi, je sais pas si je peux dire bizarrement, mais à force de voir autre chose, ça me donne envie plus de creuser qui suis-je. Quelle est la force de Madagascar par rapport à tout ça? Pour moi, je pense que c'est ça qui m'a amené. Il est vrai que oui, ça m'a amené des ouvertures aussi d'écriture en voyant d'autres choses. Ça m'a aidé aussi de m'inspirer d'autres choses, mais en même temps, ça m'a donné plus envie de creuser qu'est-ce qui est au pays, quelles sont les choses qui ne sont pas encore exploitées, quelles sont notre forces par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on peut partager au monde aussi. Et voilà ce qui m'a apporté tout ça. Et je constate aussi que les danseurs qui sortent de Madagascar maintenant, quand je les vois avant qu'ils voient autre chose ailleurs, ils ne se soucient pas trop de la tradition malgache. Mais à force de voir autre chose, c'est là qu'ils reviennent et qu'ils prennent conscience que c'est important ce qu'on a sur place. Ouais. Voilà. Ok. Ouais, souvent, ça m'a fait ça aussi, moi. Autant, je me posais pas la question, c'était quoi mon style de danse ici, tu vois. Nous, en tant que Réunionnais, on n'a pas cette teinte de danse traditionnelle dans le corps. Tu vois, on n'a pas ce rapport à la danse traditionnelle. Tu sais pourquoi? Parce que je pense que en étant une île où il y avait de l'esclavage, la construction d'une danse rituelle comme ça n'a pas eu lieu. Tu vois, on n'a pas eu le temps de codifier la danse. Et notre danse, ce fameux Maloya, c'est pas les gens n'ont pas posé les mots dessus. C'est plus une danse de contrainte que de fête. Ah ouais. Tu vois, les gens dansaient dans la contrainte. La musique a pris beaucoup de place dans notre tradition, c'est-à-dire le Maloya, c'est chanté dans les chants de Cannes, et les gens, ils racontaient leur journée. Tu vois, au final, le Maloya, c'était que ça. Tout le monde avait emmené ses instruments ou recomposé, fabriqué l'instrument du pays d'origine, tu vois, les Malgaches, les Africains. Ils ont trouvé des points communs, hein, tu vois, la peau de bête sur le bout de bois, c'était leur point commun. C'est ça qui était magique dans ce rapport-là, dans cet échange, dans cette rencontre. Mais la danse, tu vois, ils étaient déjà préoccupés à chanter leur quotidien et à trouver une libération dans cette pratique. Donc, se dire, bon, ça, c'est notre mouvement, ça, c'est autre chose. Ils savaient pas ça, tu vois. Ah oui. Du coup, on a, en tant que danseur aujourd'hui, Réunionnais, on n'a pas, comme vous, une danse traditionnelle qui tient. Parfois, en étant plus conscient de l'histoire maintenant, on y travaille, tu vois, mais on va le chercher. Tu vois, on l'a pas dans le corps, mais on va le chercher. En danse hip-hop, des fois, il y a des danseurs hip-hop réunionnais qui ont un truc dans le corps en commun, mais ça, c'est plus de l'ordre de la débrouille, tu vois. On a une certaine débrouille, un peu le même physique qui fait que moi, je pourrais reconnaître un danseur hip-hop réunionnais, tu vois. Parce que c'est des bouts de ficelle comme ça de mouvements qu'on s'enseigne, qui se transmettent. Et du coup, ça fait qu'on a un peu le même style, tu vois. Mais ça vient pas d'une danse traditionnelle propre. Mais en allant en métropole ou en Europe et tout, ouais, moi aussi, j'ai porté un regard sur qu'est-ce que j'avais de différent
et quelle était ma richesse ici à La Réunion, tu vois. Et souvent, ça te fait ça, tu vois. Exactement. Tu vois qu'est-ce que tu peux prendre là-bas, surtout dans la structure de la danse, dans l'écriture chorégraphique, dans comment raconter l'histoire, tu vois. Ça, moi, personnellement, j'ai beaucoup appris à ça, tu vois, comment raconter. Tu vois, j'ai un titre, comment développer l'histoire de mon titre, défendre des idées, choses comme ça. Du coup, structurer la mise en scène, tu vois. Mais par contre, de majestuel et tout, ça, j'ai presque rien pris là-bas. Tu vois, je me dis, c'est ici, tu vois, il y a un mouvement, il y a un truc que je dois traduire dans ma pièce, que je peux trouver qu'ici à La Réunion. Tu vois, du coup, ça te fait un autre regard. Mais ça fait du bien de partir, hein, tu regardes ton pays de loin. Tout à fait. C'est là que tu vois mieux quand tu pars. Exactement. Oui. Donc là, t'es au Festival Souffle. T'étais invité par l'Alambic. Voilà. Et t'as présenté 2 pièces, c'est ça? Tout à fait. Ouais, non, t'as présenté une pièce, un trio, la semaine dernière. Voilà. Et un solo demain. Ok. Parle-nous de ce solo. Le solo s'intitule « Nous sommes des graines ». Parce que, une petite histoire, quand l'Alambic m'a contacté pour venir au Souffle, ils ont dit, on n'a pas de scène cette année, on n'a pas de théâtre, il faut nous envoyer des petites formes. Et moi, je me suis dit, ok, je vais créer un solo pour ça. Ok. Mais qu'est-ce que j'ai à dire aujourd'hui pour un solo? Parce que j'ai l'impression que j'ai déjà beaucoup dit dans un solo. Et aussi, je suis pas plus trop jeune en tant que danseuse qui monte encore sur scène. Et puis, j'ai pensé, moi, je me suis dit, mais non, en fait, nous sommes des graines. On ne meurt jamais. Surtout en termes de créativité, ça peut jamais mourir. On a toujours à donner, on pousse toujours. On est comme des plantes qui poussent partout, même dans les déserts. Et surtout, même si je suis une danseuse d'un certain âge, j'ai toujours à donner en tant que danseuse. Parce que le métier de danseuse, je dis expressement au féminin parce que c'est pas pareil aussi que être danseur et danseuse. C'est vrai qu'on traverse beaucoup de chemins en tant que danseuse, mais c'est un métier aussi qui peut être pérenne. Et je défends ça. Et je suis un exemple de ça. Et je veux être l'exemple de ça. Et voilà, c'est pour ça nous sommes des graines. Ok. Oui. C'est dans l'idée, nous sommes des graines et qu'on peut être semé et faire pousser. C'est une certaine continuité, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Ok. Et comment tu construis tes chorégraphies? Tu vois, une fois que tu as cette idée-là, par quoi tu commences? C'est quoi ton processus de création comme ça? Les premiers pas, les premiers gestes, la première musique. Comment tu fonctionnes? J'avoue que pour les solos, c'est différent que pour mes pièces chorégraphiques. Ouais. Pour les solos, je sors beaucoup dehors pour faire des improvisations dans des lieux extérieurs. Je fais des impros pour s'inspirer. Je m'installe quelque part, j'ai cette idée-là dans la tête que c'est ça le thème, et puis je danse. Des fois, il y a des gens qui passent. J'écoute beaucoup les réactions des gens. À Tananarive, surtout, les gens sont un peu timides pour regarder quand des impros dans la rue comme ça, mais regardent furtivement, comme s'ils se cachent pour te regarder. Et ça, déjà, je me suis inspirée de ça. Ce regard un peu furtif, tout ça. Et après, j'entre dans le studio, je refais les impros, je commence à fixer et j'utilise pas de musique jusqu'à là. C'est après que j'ai un musicien qui travaille avec moi, j'ai cette chance-là. Il s'appelle Odan Rakoutoarsou, qui joue beaucoup d'instruments et chante en même temps. Et je l'appelle pour dire c'est ça l'idée, et puis il me regarde danser, et puis on s'échange. Okay. Et je continue comme ça le processus de la création jusqu'à ce que je termine jamais une pièce. J'appelle aussi des gens comme regard extérieur, des fois juste des amis qui ne sont pas danseurs, et des fois j'appelle des danseurs pour qu'ils donnent leur avis sur la pièce aussi. Okay. Oui.
Est-ce que tu as... Alors, je pose cette question-là à tout le monde, mais c'est vraiment une... Peut-être je la pose à moi-même à chaque fois, tu vois. Mais c'est ce qui m'anime un peu cette année. Est-ce que tu as une écriture chorégraphique? Tu vois, quelle est ton écriture chorégraphique? Est-ce que ça te parle quand je dis ça ou c'est quoi ton avis là-dessus? Pour ma personne, comme je t'avais dit que j'étais dans la compagnie Rare et Vent, j'ai bien aimé être dans la compagnie, j'ai bien aimé la collaboration avec eux, mais je me suis dit, je veux créer autre chose. Parce que si je veux créer pareil que eux, j'étais restée dans la compagnie. Ok. Mais c'était très beau ce que j'ai vécu là, mais je me suis dit, je veux faire quelque chose de différent. Et je veux amener quelque chose d'autre. Et peut-être ça répond à la question que je pense que j'ai une particularité d'écriture chorégraphique. Et après, j'attends aussi les retours des gens et j'entends souvent ça. Par exemple, pendant Transcendance la semaine dernière, il y avait beaucoup de personnes qui m'ont approché pour dire que c'était particulier, qu'ils n'ont jamais vu quelque chose comme ça, sans prétendre que c'était beau. C'était pas que c'était beau, mais c'était particulier. Voilà. Donc, c'était pas la meilleure pièce chorégraphique, mais c'est juste que l'écriture était originale. Voilà. Tu saurais poser des mots? Qu'est-ce qui fait ta singularité? Je peux dire que c'est dans mes démarches artistiques, comment j'amène les danseurs, comment j'amène mon équipe déjà dans la création, la façon de travailler et les gestuels aussi que j'utilise dans la pièce. Mais je pense que c'est surtout de comment j'amène les personnes qui vont jouer la pièce. Quelles sont les démarches? Voilà, c'est dans les démarches artistiques qui est différent je peux dire, des autres chorégraphes. Est-ce qu'au niveau de tes mises en scène, là je parle vraiment du point de vue du public, tu vois, on regarde ton spectacle. Est-ce que il y a un ton particulier, que ce soit sur la musique ou sur la lumière ou sur les gestes que tu affectionnes particulièrement et qui reviennent comme ça dans chacune de tes pièces? Tu vois, est-ce que ta danse, elle coupe, elle tranche, elle est plutôt arrondie, elle est plutôt, elle vibre? Est-ce que dans les couleurs, par exemple, que tu choisis pour tes spectacles, c'est plutôt lumineux? Est-ce que tu es plutôt sur des couleurs un peu ternes? Est-ce que par exemple, dans ton écriture, tu es plutôt dans une poésie de la danse ou plutôt dans une performance énergique? Est-ce que tu aimes bien varier les deux? Enfin, tu vois? C'est plutôt dans la poésie de la danse. Et je peux dire dans le corps en transe, c'est pas forcément un corps qui bouge rapidement, et ça peut être une transe douce. Mais j'utilise beaucoup de transe dans ma pièce. Je fais en sorte d'amener le danseur en transe, voilà. Mais d'une transe que on peut canaliser, voilà. Et je prends exemple toujours sur Transcendance parce que c'est ma dernière pièce. Par exemple, le musicien qui a mis des talons, des chaussures à talons, et qui ne mime pas une femme. Voilà. Je suis aussi dans cette idée-là de troubler toujours le regard, c'est-à-dire d'invoquer des questionnements, peut-être de déstabiliser un peu. Et voilà. Après, pour Transcendance, par exemple, il y a aussi un danseur il était issu du hip-hop, il est issu du hip-hop, mais que j'ai amené autrement dans sa gestuelle. Il a 41 ans et qui danse encore beaucoup sur scène. Et son binôme était un très jeune danseur de 24 ans,
Donc, cette différence de génération là sur scène aussi, ça m'intéresse. Ouais. Et c'est comme ça que je travaille en fait. C'est pas juste le physique, mais vraiment je touche à l'humain. Parce que j'ai mis à l'épreuve les danseurs et même le musicien dans ma pièce, d'entrer dans d'autres choses que des choses qu'ils ont déjà l'habitude de faire. Ok. Qu'est-ce que tu conseillerais à un danseur malgache qui voudrait se lancer aujourd'hui en 2024, tu vois? Par rapport à toi, tu as commencé dans les années 90, tu vois? Mm-hmm. Mais toi, là aujourd'hui, avec toutes les structures qui se sont développées, toutes les connaissances qu'on a accès aujourd'hui, tu vois, avec Internet et tout je pense qu'aujourd'hui, tu vois, quelqu'un qui danse a plus d'informations qu'à l'époque, tu vois, même à La Réunion. Oui, moi, quand j'ai commencé à danser, il fallait le vouloir pour danser, tu vois. Et je pense que toi aussi, t'étais dans ce cas-là, il fallait aller chercher. Alors qu'aujourd'hui, la danse vient beaucoup vers les gens et quand quelqu'un veut danser, je vois là les jeunes qui se lancent, ça va, ils galèrent pas trop pour trouver une compagnie professionnelle, un cours de danse, quelque chose comme ça. Tu vois. Après, ils ont tellement le choix des fois, et ils arrivent pas à faire un choix, mais ils ont déjà un certain panel de choix, de style de danse, style de carrière et de formation. Tu vois. Donc toi, avec ton regard d'aujourd'hui, par quoi un danseur, je te pose la question différemment, par quoi un danseur malgache pourrait commencer aujourd'hui pour être professionnel? D'accord. Je pense que il faut saisir justement ces opportunités-là. Comme tu as dit, il y a les outils d'information qui sont vraiment ouverts en ce moment. Il faut saisir ces opportunités sans pour autant se perdre. Et quel genre de formation, ça dépend vraiment de quel objectif le danseur veut aller, parce que en ce moment, il y a pas mal de formations, justement, que les danseurs peuvent suivre. Et il faut bien choisir ce que on veut. Parce que ça, c'est comme manger. Il faut bien choisir ce qu'on mange aussi. Malgré qu'il y a beaucoup de choses, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Parce que oui, à l'époque où nous avions commencé, il n'y a pas beaucoup de choix. Donc on a fait comme on pouvait, mais là il y a vraiment beaucoup de choix pour les jeunes. Donc ça dépend où est-ce que la personne veut aller. Est-ce que tu veux être juste un danseur, interprète, chorégraphe, ou bien parce que nous actuellement on a parlé de ça sur la route, qu'on sait tout faire. On fait l'administration, on fait la chorégraphie, on écrit nos dossiers, on fait la com, tout ça. Et ça, c'est un avantage pour nous parce qu'on a quand même appris même sur le tas, tout ça. Et je peux dire que c'était un atout, mais peut-être aussi que les jeunes d'aujourd'hui ont quelque chose d'autre à proposer en termes de fonctionnement. C'est à vous de voir, mais nous, on a fonctionné comme ça, donc c'est quand même notre atout aujourd'hui d'être polyvalent, on peut dire. Ok. Et moi, je suis un jeune malgache, par exemple. J'ai 18 ans, je vais passer le bac, tu vois. Mais voilà, j'ai pas envie d'aller ni à la fac, ni de faire des études supérieures. Je veux danser. Où est-ce que je peux aller? C'est quoi les trois options? Donne-nous 3 options comme ça. On peut pas souvent dire autre chose que ce qu'on a vécu. Moi, j'ai postulé sur tout ce qui se passait. Donc, j'ai suivi quand même des formations en danse contemporaine de 2 ans en Tunisie. CMDC, ça s'appelait l'école. C'était un cursus de 2 ans. Et j'ai fait aussi l'école des sables 3 fois, 3 mois, à part l'école Rari et puis les autres écoles de danse à Madagascar, des cours que j'ai pris 2 fois par semaine. C'est pas vraiment des formations. Et puis, tout ce qui s'était passé à Madagascar, quand il y a des intervenants venant de l'extérieur qui arrivent pour donner des ateliers, je participe toujours. Donc, je pense que c'est comme ça aussi par curiosité et d'apprendre toujours. Même jusqu'à maintenant, je prends toujours des cours quand il y a par exemple, dernièrement, j'ai pris des cours en
en administration et création de projets culturels. Ok. Donc là, il faut se former toujours, mais comme je disais aussi que il faut aussi voir qu'est-ce qui est bon pour soi. Ok. Oui. Ok. Quel est ton plus grand rêve dans la danse? Alors, mon plus grand rêve, qu'il y aura un centre de danse à Madagascar, justement, un grand centre de formation, comme l'école des Sables, Ok. comme oui. Mon repère, c'est l'école des Sables parce que j'ai beaucoup appris aussi là-bas. C'est un endroit que j'ai adoré Ok. pour apprendre, pour créer, tout ça. Et je rêve qu'un jour, il y aura une école comme ça aussi à Madagascar, un centre de formation qu'on n'a plus besoin d'aller ailleurs pour se former, comme moi qui étais allée en Tunisie, au Sénégal. Et pourquoi pas rester sur place et créer une centre de formation. Mais ça, on dit toujours que quand on a l'idée, ça va se réaliser. J'espère bien qu'un jour, ça va se réaliser. Ok. Voilà. Merci Julie. Merci à toi. J'étais très ravi d'échanger avec toi. J'ai beaucoup appris là sur ta mentalité, ta vision des choses par rapport à Mada. Tu as répondu à beaucoup de mes questions sur votre style de danse et ce que j'admire et je trouve de particulier chez les danseurs malgaches. Je trouve que tu es une personne très influente à Mada et je trouve ça bien, je te regarde de loin et tout. Et les gens comme toi, Judith, tous ces jeunes-là, pour moi, en fait, on a à peu près le même âge, mais tu vois, on s'est vu grandir depuis 2008, en tout cas, pour moi, quand je vous ai vu et tout, peut-être pas dans vos débuts, mais voilà, dans vos premières approches, sensibilité chorégraphique, etc. Et moi, j'ai une certaine admiration pour les danseurs malgaches, notamment par ce pouvoir-là de la débrouille et de jamais lâcher, tu vois. Et je te remercie pour ça. Donc, je te souhaite le meilleur. Et je viendrai te voir demain pour ta performance. Merci. Et voilà. Merci Didier et bonne continuation pour le podcast. Merci. Les amis, si vous avez aimé ce podcast, si vous avez aimé entendre Julie raconter son parcours, etc., je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Boum. Yeah.